Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Les amis, si le deuxième tour est du niveau du premier tour des playoffs qu'on vient de vivre, potentiellement, on est peut-être sur les meilleurs playoffs de toute l'histoire. Quel premier tour des playoffs, les amis, ça a été exceptionnel. 3 Game 7 du côté de l'Est, plus 1 Game 6, avec des upsets, avec des remontadas, avec du très haut niveau de basket. À l'Ouest, les choses étaient un peu plus compliquées pour les équipes plus faibles, mais les Lakers ont fait le travail en 6 matchs. Il y a eu une énorme surprise, compte tenu des blessés qu'il y avait du côté des Wolves. Énorme surprise, l'élimination dès le premier tour de l'équipe des Nuggets de Denver. Sinon, les deux grands favoris de cette conférence Ouest ont fait le travail. D'un côté OKC et de l'autre côté, les Spurs de San Antonio. Justement, dans ce premier tour des playoffs 2026, les amis, nous avons appris beaucoup de choses. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais revenir sur 7 leçons apprises pour le présent, pour l'avenir, pour le court, le moyen et le long terme. Restez avec moi. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 La première leçon pour moi, les amis, c'est le niveau de ce sport, de ce jeu. Aujourd'hui, nous sommes dans la quintessence du basket. Je pense que jamais la NBA n'a été aussi forte. Jamais il y a eu autant de joueurs compétents dans ce sport. Ça a été un feu d'artifice, ça a été des playoffs d'un très haut niveau et pour gagner, il fallait élever son niveau de jeu. Même l'équipe des Spurs qui se sont qualifiés somme toute, on va dire assez facilement, il y a eu des moments de grande tension dans différents matchs, notamment lorsqu'ils ont dû gagner les 2 matchs à Portland. Ça a été très compliqué. Il y a eu des retournements de bâton dans cette série qui ont été assez impressionnants. D'une manière générale, le niveau de ces playoffs a été quelque chose de jamais vu, à mon sens. En tout cas, un tel niveau de jeu, c'est pas arrivé souvent dans des playoffs. Les Lakers ont dû jouer sans 2 de leurs meilleurs joueurs pendant longtemps et LeBron a élevé son niveau de jeu. L'équipe des Wolves s'est retrouvée sans son franchise player. Jaden McDaniel a élevé son niveau de jeu. Les entraîneurs étaient très bons. La préparation était bonne. Les scénarios des matchs étaient exceptionnels. Bref, des playoffs de rêve. La première leçon, les amis, c'est une leçon pour tout de suite. Pour triompher cette saison, pour remporter la coupe, il faudra élever son niveau de jeu. Et ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour les Lakers, mais ça vaut également pour OKC. Si OKC veut passer l'équipe des Lakers, il faudra jouer mieux encore que ce qu'ils ont fait face aux Suns. Et pour les Lakers, l'équation est excessivement simple. Il faudra être parfait. Et ça vaut pour toutes les séries. Que dire de la série entre les Wolves et les Spurs? Ça va être une série au couteau où 2 des meilleurs pivots de la NBA, en tout cas l'un défensif, d'ailleurs les 2 défensifs, sauf qu'il y a un qui est candidat MVP et l'autre, tout simplement, il a simplement gagné 4 fois le titre de meilleur défenseur de la NBA. Je sais qu'on aime bien le détester, réduire sa valeur, mais après ce qu'il a fait face à Jokic, il faut mettre un peu de respect sur le nom de Rudy Gobert. À l'Est, c'est la même chose. L'équipe des Knicks a fait une excellente série face à Atlanta. C'était pas facile d'éliminer Atlanta, mais les Knicks ont frappé du poing sur la table. Ça a été impressionnant comment ils ont géré la fin de cette série. Entre les Toronto Raptors et l'équipe des Cavs, ça a été jusqu'au bout. Il a fallu se battre face à une équipe extrêmement athlétique des Raptors de Toronto. Si tu veux construire une franchise, je fais appel à monsieur Rob Pelinka. Regardez ce que possèdent les Raptors au niveau des 3&D,
au niveau de la capacité à défendre, à switcher, à faire des choses sur plusieurs postes. Ça, pour moi, c'est le blueprint, c'est l'empreinte qu'il faudra pour les équipes modernes de la NBA. Cette équipe des Raptors est éliminée parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de failles. Sinon, sur les ailes, ils sont plutôt costauds. On peut prendre également la surprise, les amis. Les Sixers qui ont éliminé, oui, les Celtics de Boston. Les Verts sont rentrés chez eux après avoir gagné très facilement le premier match. Mais Philly est revenu. Le problème pour Boston dans cette série, c'est que tous les joueurs de Philly sont arrivés au bon moment. Tout le monde est là. Et franchement, quand tous ces mecs sont là, ça rejoint ce que j'avais dit l'année passée, en début de saison, lorsque j'ai fait une vidéo et j'ai dit que Philly était une équipe dangereuse. C'est justement ce genre de configuration qui m'intéressait, que je prévoyais lorsque Paul George est là, Kelly Oubre joue dur, Joel Embiid est de retour, ancien MVP de la Ligue, il ne faut pas l'oublier, Maxey joue à un excellent niveau, et puis ils ont ce jeune rookie, BJ Edgecombe, les amis. Ça a été le facteur X pour cette équipe des Sixers. Du coup, Boston a été piégé par cette équipe. Et puis, la dernière série, ça a été jusqu'au 7e match. Un faux 8e qui a failli éliminer un vrai premier. Et on a vu cette équipe d'Orlando s'effondrer lors du 6e match. Et à mon avis, quelque chose s'est cassé à ce moment-là. De toute façon, il faudra revoir tout le système de cette équipe d'Orlando. Il faut un vrai meneur, un vrai organisateur de jeu. Mais d'une manière générale, les équipes en play-off cette saison sont très fortes. Elles proposent des solutions, elles essaient de contrer certaines choses, à part Phoenix, malheureusement. Eh bien, c'est de bon augure pour la suite. La deuxième leçon, les amis, il ne faut pas la prendre à la légère. C'est le retour en grâce des big line-up. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire du point de vue de la mutation dans cette NBA. On est passé dans les années 2016, 2017, 2018 à l'apologie des def line-up, c'est-à-dire des 5 où il y a 5 mecs qui sont switchables, interchangeables, ce qu'on appelle positionless, c'est-à-dire des mecs qui n'ont pas forcément de position sur le terrain, avec un pivot, Draymond Green, qui n'est autre qu'un forward, qui est plus petit en taille que LeBron James, où ils ont à peu près la même taille. On passe de ça à aujourd'hui, un changement radical dans la conception des line-up pour ces playoffs, en tout cas sur le premier tour. C'est le triomphe absolu, sans partage, des big line-up, voire des very big line-up. Je vais prendre 3 exemples pendant ces playoffs pour illustrer cela. Premier exemple, c'est un exemple qu'on connaît très bien, les Los Angeles Lakers. J.J. Redick a tout fait dans cette série face aux Rockets de ne pas du tout concéder la bataille de la taille, de telle sorte qu'il y avait toujours dans cette équipe des Lakers un pivot typique, un pivot classique, que ce soit Ayton ou Hayes. Même à un moment où Houston va changer son line-up, va mettre Sengun sur le banc, ils vont jouer avec 4 ailiers et un arrière, les Lakers sont restés grands. Et avec Ayton qui a fait pas mal de dégâts au rebond. Et bien sûr, c'était ça l'obsession de J.J. Redick, c'était de ne pas concéder le rebond quoi qu'il arrive. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple qu'on a beaucoup suivi. Si vous êtes assidu sur cette chaîne LTLT, on a beaucoup parlé de ça. Mais regardez comment Cleveland a réussi à gagner son 7e match avec sa tour jumelle à l'intérieur. Et aujourd'hui, si je suis Toronto, priorité, renforcer mon secteur intérieur. Ça, c'est le deuxième exemple. Mais le troisième exemple, me semble-t-il, est encore plus criant, les amis. Les Wolves de Minnesota jouent un match 6 face à Jokic et les Nuggets. Pendant une bonne partie du deuxième quart-temps et pratiquement l'intégralité du troisième quart-temps, les amis, il y a pour les Wolves un line-up qui étonne. Shannon Jr., et puis à côté de Shannon Jr., Julius Randle, Jaden McDaniels, Naz Reid et Rudy Gobert.
Les 4 sont sur le terrain en même temps, les amis. C'est ce line-up qui va écraser les Nuggets. C'est surréaliste. Il y a 3 ans, si tu avais présenté une équipe avec un tel line-up, la NBA entière aurait rigolé. Aujourd'hui, ce line-up a tabassé l'équipe des Nuggets qui n'avait pas Gordon. Et pendant longtemps, entre le 2e et le 3e quart-temps, le seul changement qui se faisait, c'était Shannon qui sortait, remplacé par Conley ou remplacé par Bones Island. Sinon, les 4 sont restés, c'est-à-dire Jaden McDaniel, c'est un arrière-ailier de très grande taille. Il est pratiquement plus grand que Julius Randle. À côté de ça, tu as Randle sur le poste 3, Naz Reid sur le poste 4, mais c'est celui qui s'écartait. En fait, en attaque, c'était plutôt l'ailier. Randle était plutôt l'ailier fort. Mais en défense, c'était lui qui était ailier fort et Randle était ailier. Avec toujours Rudy Gobert, le point d'ancrage, celui qui défend sur Jokic. Et c'est ce line-up, les amis, qui a battu les Nuggets. Mais toujours, cette obsession d'avoir 2 bigs sur le terrain. Et ça, en soi, c'est une révolution. Deuxième leçon. Troisième leçon, les amis, interdiction de se plaindre. Interdiction de se lamenter. Interdiction de dire « Ah oui, mais moi, j'ai pas tel joueur. » Donc, je m'avoue vaincu. Dans ces playoffs 2026, ça a été une constante. On n'a pas un joueur majeur, on trouve des solutions. Next man up mentality. Le prochain sur la liste, c'est celui qui va produire. Les Lakers l'ont montré. 2 joueurs majeurs ne sont pas là. On va mener 2-0, 3-0 même face à Houston. Houston va revenir dans la série sans KD. L'équipe des Spurs va gagner sans Wemby 2 matchs clés. Les Sixers vont égaliser dans leur série face à Boston sans Joel Embiid. Les Boston Celtics vont essayer de s'accrocher sans Jason Tatum dans le Game 7, même si ça s'est mal terminé pour eux. Les Raptors vont gagner, les amis, vont envoyer cette série au 7e match sans Brandon Ingram. Et que dire des Wolves? Les Wolves se sont retrouvés sans 3 joueurs qui tournent à plus de 10 points pendant la saison et ils vont quand même gagner la série sans ça. La mentalité du prochain mec sur la liste. Next man up mentality. On ne se plaint pas pendant ces playoffs. On n'a pas le franchise player, on cherche des solutions et on arrive à triompher. Ça a été une leçon absolument majeure. Les amis, ces playoffs ont été également l'occasion de jouer au jeu psychologique. Il fallait être fort mentalement parce que les équipes essayaient de vous rentrer dans la tête. Celui qui l'a fait de manière plus spectaculaire, c'est Jaden McDaniels, qui dès le premier match dit la chose suivante. Nous allons gagner cette série parce que nous sommes meilleurs. Il y a trop de mauvais défenseurs du côté adverse. Et dans la foulée, le garçon, il va tabasser cette équipe des Nuggets. Il est rentré dans leur tête et il n'y est jamais sorti. On a vu Şengün faire la même chose en essayant de dire on va de toute façon pousser cette série à un Game 7. On a compris ce qu'il faisait. On a trouvé des solutions, ne vous en faites pas. On a vu Mike Brown répondre à Atlanta en disant vous avez gagné les gars, vous avez pris l'avantage du terrain. De toute façon, tout ça va se jouer sur 7 matchs. On va revenir dans la série. Il fallait être très fort dans la tête parce que il y a eu des collapses. Par exemple, l'équipe de Orlando qui n'a pas du tout répondu lorsque Détroit a fait un run terrible mené par un certain Tobias Harris qui a joué également dans la tête des joueurs d'Orlando. Ça a été un jeu du chat à la souris, un jeu psychologique. Il fallait être très fort mentalement pendant ce premier tour. Et je pense que ce sera la même chose pour le deuxième tour. Les amis, pendant cette série, pendant ce premier tour des playoffs, on a vu les choses
assez intéressante. On a vu une autre évolution dans le jeu à nouveau. Rappelez-vous que c'est un jeu qui était orienté vers les tirs à 3 points. Ces 10 dernières années, ça a été ça avec Steph Curry, des mecs comme Klay Thompson, des Damian Lillard, etc. On a vu quelque chose de nouveau cette saison. C'est quelque chose qui a commencé avant, avec l'arrivée des mecs comme Shea, comme Luka, etc. C'est le fait que pour gagner les matchs, il faut pouvoir inscrire des paniers dans les 3 secteurs du jeu. Il faut être fort dans le dunker, il faut être fort, mais très fort dans le mid-range. Je suis d'avis d'ailleurs que les Lakers ne passent pas Houston dans la série sans l'apport d'un garçon comme Rui Hachimura dans le mid-range. Et LeBron également, en post-up, fadeaway, c'est toujours dans cette zone-là. À 3 points, il y a eu des matchs où les Lakers n'étaient pas bons à 3 points, ils ont quand même gagné. Et on a vu également, d'un autre côté, une équipe comme Boston mourir avec les 3 points. C'était soit on rentrait les 3 points, soit on mourait. Eh bien, Boston a accepté de mourir. Les Celtics ont commencé à revenir dans la série quand ils ont commencé à attaquer l'intérieur. Et on a vu une équipe comme les Wolves qui a triomphé à l'intérieur. Il n'y avait pas tellement de shooters extérieurs, surtout après la blessure de DiVincenzo. Bref, on a vu cette nouvelle révolution, en tout cas un retour en arrière, où on valorise ce jeu en mid-range, ou plutôt l'efficacité en mid-range va déterminer quel système défensif on va commander du côté de l'adversaire. Et ça, c'est un changement majeur. Autre changement majeur, les amis, c'est le fait que la défense a pris le pouvoir sur l'attaque. La plupart des matchs, notamment les matchs des Nuggets, l'équipe de Jokic n'a pas dépassé les 100 points. Face aux Lakers également, plusieurs matchs où Houston n'a pas dépassé les 100 points. On a vu également des matchs dans la conférence Est où la défense a complètement pris le pas sur les attaques. On a vu l'équipe de Détroit éteindre défensivement Orlando, empêchant Orlando d'exister. Et puis, le dernier match des Lakers face aux Rockets, lorsque les joueurs titulaires des Rockets ont quitté le terrain et qu'ils ont été remplacés par les réservistes, parce qu'à ce moment-là, Udoka a jeté l'éponge, eh bien, vous regardez le marquoir des Rockets et c'était affiché 67 points. C'est fini à 78 dans le garbage time. Mais quand ça a compté, l'équipe des Rockets a inscrit 67 points face aux Lakers. C'est dingue. C'est dingue dans une ligue où il faut gagner en inscrivant 120 points. Et là, c'est en défense dans ces playoffs que les matchs ont été gagnés. Et puis les amis, la 7e leçon, c'est tout simplement la préparation des coachs. On se rend compte aujourd'hui, parce que pendant longtemps, on a critiqué le côté analytics, c'est-à-dire les statistiques, comment on analyse les matchs, que tout est contrôlé, tout est mis sur des metrics. Mais là, on a vu que c'était très utile, parce que chaque entraîneur est arrivé avec une précision absolue de ce que fait son adversaire et adapte sa stratégie. On a vu Nick Nurse le faire, on a vu un garçon comme J.J. Redick changer sa stratégie. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été facile pour lui de faire des ajustements pendant les matchs, mais il a toujours été très bien préparé, très clair sur la stratégie qu'il fallait adopter en fonction de qui était là, qui était chaud. Est-ce que KD était là? Est-ce que c'était Şengün? Est-ce qu'il fallait travailler aussi pour fermer l'intérieur du jeu? Bref, les coachs sont extrêmement bien préparés. Chris Finch, Nick Nurse, J.J. Redick. On a vu également Mike Brown faire des changements stratégiques majeurs dans la manière pour les Knicks d'attaquer les équipes. Au lieu que le ballon sorte systématiquement d'un seul point d'attaque, c'est-à-dire Jalen Brunson, là il utilise davantage Jalen en élément en decoy et en élément dans la gravitation plutôt que quelqu'un qui est sur le ballon. On a vu également du côté des Lakers l'utilisation lors du premier match de LeBron James au poste. Bref,
On a vu les coachs arriver avec des choses qui mettent à mal ce que faisaient les autres coachs. Voilà les amis, c'en est terminé pour cette émission. Il fallait que je fasse cette émission parce que ces observations sont importantes. Ça marque vers où on va aller, qu'est-ce qu'on doit faire, quel genre de joueur on doit avoir. Est-ce que aujourd'hui, dans la NBA d'aujourd'hui, on peut arriver avec un secteur intérieur qui n'est pas fort? C'est pas sûr. Est-ce qu'on peut ne pas avoir un défenseur en point of attack qui va harceler l'attaquant adverse? Est-ce qu'il ne faut pas avoir multiples ailiers comme les Raptors par exemple? Bref, tout ça pour nous permettre de nous projeter sur l'intersaison parce que une fois que la saison sera terminée, Lakers tout le temps sera toujours là parce qu'on va analyser comment améliorer ce roster. Ce roster est bon, mais il est incomplet. Et comment, dans la NBA d'aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on a dit, de toutes les mutations qui se font, comment apporter des mecs qui soient compatibles avec la modernité du jeu? Ça, c'est un enjeu majeur. Eh bien les amis, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Ciao.